On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat high-tech numéro 1 en France. Avant de passer au sommaire, d'abord un grand bravo aux 5 vainqueurs de notre concours de la semaine dernière pour remporter une housse, la robe de Beezy. Les gagnants sont donc, roulement de tambour, Coming Soon alias Number 110B, bravo à lui. Également Monsieur O'Neill alias Dick, ainsi que Gauthier Drevet, Baptiste Bourron et Monsieur Julio 2 qui remportent donc une housse. Je vous propose de passer tout de suite au sommaire. Samsung fait feu de tout bois, tout juste intronisé numéro 1 mondial des constructeurs de téléphones, le géant coréen s'attaque une nouvelle fois à la suprématie de l'iPhone. Son arme absolue, le Galaxy S3, un smartphone doté d'un écran géant et d'une surpuissante puce quadricœur. Pour contrer Apple, la firme s'est-elle contentée de copier ou au contraire a-t-elle joué à fond la carte de l'innovation? On refait le Mac épisode 101 à la découverte du Galaxy S3. Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur le portail high-tech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCreate. Avec comme chroniqueur cette semaine Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric, tu es où? Ni hao Olivier, je suis à Shanghai, où je suis venu voir les merveilles que HP lance, que HP va lancer dans l'année parce qu'il y a 80 nouveautés. Bon, j'ai fait les comptes, il y a 80 nouveautés, mais j'ai l'impression qu'il y a 24 cartouches d'encre dans le lot. Mais enfin bon, avec un message qui sous-tend tout ça, qui dit le PC n'est pas mort, ne vous inquiétez pas, le PC n'est pas mort. Même si, et c'est un peu triste, il est un peu tôt pour eux de parler des tablettes qu'ils auront sous Windows 8. Et tu as réussi on a réussi à faire une visioconférence depuis Shanghai, ce qui est une performance vu le nombre de choses qui sont fermées, mais enfin passons. Pas trop de secrets, pas trop de détails. Non, il n'y a pas de secret. Quand tu te connectes ici au Wi-Fi de l'hôtel, je peux même vous donner le nom de l'hôtel, on vous dit bienvenue sur le Wi-Fi gratuit. Ah oui, au fait, la connexion à Twitter, Facebook et Google peut ne pas fonctionner pour des raisons de régulation locale. Mais les solutions existent. Bon, beaucoup moins loin que moi, et puisqu'il est à 2 pas d'ici dans le Marais à Paris, c'est Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo, comment ça va? Ça va pas mal, et il paraît même que dans le top des mentors mondiaux pour le Founder Institute. Mentor. Garçon qui accompagne les startups. D'ailleurs, je voulais amener cette semaine. Top Mentor 2011. Ah bah dis donc. Ouais. C'est le top des menteurs, c'est ça, 2011? Wow. Exactement. C'est ce que j'ai entendu aussi, je comprenais pas. Et dernier chroniqueur cette semaine, vous l'avez déjà vu, c'est un habitué maintenant dans Refait le Mac, c'est Ulrich Rosier du site Frandroid. Bonjour Ulrich, comment ça va? Je suis pas à Shanghai parce que HP avait pas de produit pour Android, mais ça vient mon rouge dans mon QG. Ils sont plutôt Windows en ce moment, mais on n'a pas le droit d'en parler apparemment. Mais bon, passons. Ulrich, si on t'a convié avec nous ce soir, c'est évidemment pour parler de l'événement high-tech de la semaine, à savoir l'arrivée du nouveau téléphone de chez Samsung, le Galaxy. Événement high-tech, tu vas un peu vite, hein? Bah oui, il s'est passé autre chose? Il s'est passé autre chose, Rodrigo. Tu veux dire un bullet point dans le fil des news de la semaine, d'accord? Bref, l'événement de la semaine high-tech de la planète high-tech, c'est l'arrivée du Galaxy S3, le rival désigné de l'iPhone 4S, voire même certainement de l'iPhone 5. Tu as eu la chance de l'avoir en main, Ulrich, mais avant d'entrer dans les détails, c'est vrai qu'on a tendance beaucoup, messieurs, à critiquer Samsung parce qu'ils ont tendance, c'est vrai, à pas mal copier Apple. Première analogie entre la stratégie d'Apple, entre la manière dont ils ont lancé le produit, c'est le lancement, Ulrich, avec un grand Barnum organisé à Londres, une grande keynote façon Apple. Et là, nouveauté, il n'y avait pas 50, 60 produits comme Cédric le vit aujourd'hui à Shanghai pour HP, mais un seul. C'était vraiment une keynote dédiée au Galaxy S3, Ulrich. Alors, 700 journalistes,
je crois qu'il y avait plus de 2000 personnes avec donc 700 journalistes et des clients. Nous, on était dans un hôtel où il y avait à peu près 60-70 journalistes français, blogueurs et journalistes. Et donc, un seul produit, le Galaxy S3. On n'était pas du tout surpris. Par contre, il y avait 50 services dans le Galaxy S3. Donc, il y avait beaucoup de choses. La keynote était très longue et assez pas mal. Je me suis pas vraiment ennuyé pour une keynote de Samsung. Et puis c'était assez spectaculaire. Cédric, là c'est clair qu'Apple inspire beaucoup l'écosystème high-tech en général, comme quoi il vaut mieux sortir un seul produit et concentrer toute sa force de frappe sur un seul produit plutôt que de multiplier les annonces. Alors Samsung l'avait déjà fait, hein, même dans des événements, par exemple au Mobile World Congress. Évidemment sur le stand il y avait tous les produits en même temps. Non, sur le stand il y avait non. Quand ils ont sorti le Wave par exemple, qui est un produit plus, j'ai envie de dire plus mineur, même si c'est vachement bien vendu. Il y a 2 ans. Leur conf de presse, c'était uniquement ça. Mais uniquement ça. Et donc, c'était pas vraiment nouveau pour eux. Maintenant, sur l'événement lui-même, auquel j'ai pas pu assister pour des raisons de logistique bête, parce que le passeport qui m'a servi à venir ici était sous la garde bienveillante du consulat de Chine. Et que donc, je l'avais pas pour aller à Londres. Ça faisait 50 minutes, enfin c'était... Oui, mais c'était très concentré, hein. C'était clair qu'ils étaient là pour lancer un truc qui sera leur modèle flagship de l'année, quoi. Apparemment, Rodrigo n'a pas été très sensible à cet événement, Rodrigo, mais il est évident qu'il s'inspire, Rodrigo, quand même pas mal de la pomme de ce côté-là. En termes de marketing, c'est plutôt bien vu, non ? Je sais pas quoi te dire, Olivier. Samsung sort un truc, et alors ? Non mais sérieux, et alors ? Non, reprends ta casquette. Et alors ? Non, mais alors ta casquette de fanboy. Non, mais c'est pas. Ouais, là, faut qu'il lâche la casquette du fanboy parce que. Non, c'est pas. Rodrigo nous dit, ce qui m'intéresse, c'est de voir que c'est Apple qui concentre les profits du marché du smartphone. C'est vrai, mais il est pas seul. Et il y a une chouette étude sortie par, je sais plus, je crois que c'est NPD Group cette semaine, qui dit en fait, Apple, c'est ça, c'est en gros 60-65% des profits du marché du smartphone. Le truc, c'est que l'autre tiers du marché, c'est Samsung. Apple et Samsung concentrent à eux deux 99% des profits du marché du smartphone. Donc c'est quand même vachement important. Samsung est devenu, il y a quelques semaines, numéro 1 mondial du téléphone mobile au sens large, devant Nokia, numéro 1 du smartphone devant Apple. On peut pas ignorer ce genre de choses, d'autant qu'on sait que ce sera vraiment un modèle flagship. Et en plus, et c'est ça qui est important, peu importe les specs réels du truc, c'est que pour la première fois, à mon sens, Samsung a pris l'initiative face à Apple. Alors c'est facile parce qu'Apple... N'allons pas trop vite, Cédric. En termes d'annonces et de specs, là il y a des choses où quand Apple les sortira, on pourra dire regardez, Apple a copié Samsung. C'est complètement con parce que Apple a probablement déjà intégré ces technos dans ce qui existe dans les cartons et dans leur labo. Allons-y pour les specs, Cédric. Une des choses qui est les plus frappantes. Je peux pas terminer ce que je disais en fait. Alors vas-y, allez, mais vite. J'étais en train de dire, et alors ? Il me parle à moi, tu me dis c'est un bon truc marketing, donc il me parle à moi, consommateur final. Ouais. Bon, moi, consommateur final, j'ai quand même beaucoup circulé dans Paris aujourd'hui, enfin je veux dire cette semaine. J'ai vu nulle part, moi, le Samsung S3, enfin il y a que vous. Mais c'est normal, il sort à la fin du mois. Et voilà, il y a vous qui m'en parlez. Ok, donc pour moi, aujourd'hui, consommateur, et alors ? Maintenant, il y a 3 cibles de clients potentiels. Ouais. Ah, c'est bien, il remet sa casquette d'investisseur. Yes ! Il y a ceux comme moi qui ont déjà un iPhone, et en particulier un iPhone 4 qui va bientôt avoir 2 ans. Si je suis loqué avec un contrat avec un opérateur, ou si j'ai des points, peut-être que ça va m'intéresser au début de l'été, de me dire tiens, mon opérateur, disons par exemple Orange, va me proposer une mise à jour avec mes points et en payant quelques euros probablement, pour avoir ce nouveau téléphone. Ah, là on va peut-être pouvoir parler des spécifications dont me parle Cédric. Pour l'instant, j'ai regardé un petit peu pour préparer l'émission, il n'y a rien qui me parle, moi, mais bon. Deuxième catégorie de clients. Si j'ai un iPhone 4S de l'année dernière, moi je suis Je vous assure qu'il a absolument pas payé par Apple. Le pire, c'est ça, quoi. Non, mais si j'ai un iPhone 4S, je suis loqué. Je m'achète un téléphone. Ouais. Pour 2 ans, tu veux dire. Depuis un an, je suis bloqué avec le 4S, et donc j'ai encore un an. Ouais. Et donc, soit je suis pété de thunes et je change de téléphone tous les ans et je paye 750 €, soit je m'en fous un peu, il n'y a rien qui va me faire payer. C'est encore plus dur, le switching cost pour moi, si je suis bloqué avec mon 4S,
que moi qui suis avec un 4. Mais le 4 m'a déjà pas parlé. Il y a une troisième catégorie de clients qui est je ne fais pas partie de l'univers formidable, incroyable de Samsung et du petit univers pourri d'Apple. Donc je suis un newbie, il me faut un smartphone. Et là, va falloir leur parler parce que les deux se positionnent plutôt sur un prix haut de gamme et c'est plutôt les HTC pour Ave qui vont aller les chercher. Donc, ils parlent à qui? Tu me dis, ils sont forts en marketing. Mais non, ils parlent à qui? C'est ça la question. Ils veulent qui comme client? Alors, Ulrich, tu vas avoir la capacité de répondre parce qu'il ne faut pas se laisser faire face à l'ostrogo de Rodrigo. Des spécifications, parlons-en. Mais évidemment, le premier point qui frappe lorsqu'on découvre pour la première fois, comme on le voit sur ces images, le Galaxy S3, c'est son écran, un écran géant, 4,8 pouces. C'est le même écran, Ulrich, Cédric, que celui qui était déjà dans le Galaxy Nexus. Non, parce qu'il faisait 4,65 celui du Nexus, donc celui du S3 est un peu plus grand. Il se passe quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait l'écran est plus grand. Mais ils ont réduit les bords, donc les appareils, les smartphones sont au final de taille à peu près comparable. Il y a des petits... Par rapport au Galaxy Nexus, tu parles, ouais. Voilà. Ouais. Et puis évidemment, là aussi, comme sur le Nexus, l'écran intègre maintenant les fameux boutons qu'il y avait avant sur les téléphones Android. Maintenant, tout ça est tactile et intégré dans l'écran, donc ça mange plutôt sur la taille du téléphone. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un Galaxy Note, le géant 5 pouces et des. Non. Ça reste un téléphone. Ulrich, tu en as pensé quoi de cet écran super lumineux comme d'habitude chez Samsung, voire un peu trop? On est là, on prend une claque quand on met à côté un iPhone, hein, ça paraît un jouet presque un iPhone à côté. C'est vrai que l'écran est superbe côté luminosité, j'ai toujours du mal à le dire, parce que c'est assez fou. Je crois qu'on a je connais pas vraiment les chiffres pour comparer les luminosités, mais je crois que c'est ce qu'il y a de plus lumineux quasiment. On est au niveau du Galaxy Note, donc c'est hyper bon. On a la netteté, parce qu'on a une densité de pixels qui est pas celle d'un écran Retina, mais qui est quasiment celle d'un écran Retina. J'ai plus exactement... Je l'ai quelque part. 330 pixels par pouce pour le Retina Display de l'iPhone 4S et 306 ppp pour le Galaxy S3. C'est pas loin pour un écran beaucoup plus grand. Si, c'est un Retina alors. Oui, c'est un Retina, oui, il y a 30 pouces. Ouais, c'est pas très loin. Donc l'argument marketing en disant regardez, vous avez un écran plus petit sur l'iPhone 4S, mais vous avez du Retina Display, ne tient plus la route. Continue. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle l'adressage des couleurs, qui est cette fois-ci sur 32 bits, alors qu'on a l'habitude de voir des écrans qui sont sur 24 bits. Ça, c'est pas mal parce que ça permet d'offrir une palette de reproduction de couleurs qui est plus importante. Et ça évite d'avoir des effets de bande sur les dégradés. Ça, c'est intéressant aussi. Ça peut être pas mal sur ça. Des personnes qui sont assez puristes quand même. Alors messieurs, il faut dire que les écrans chez Samsung, ça tient de la seconde nature hein, quand même. Aujourd'hui, ils sont pas premiers fabricants d'écran, ils sont premiers fabricants de téléphones. Au-delà, messieurs, sur ce que disait Cédric, à savoir est-ce que Samsung est suiveur, copieur, Apple est innovateur, et que tu disais en préambule, Cédric, Samsung semble marquer sa différence, et là, ça fait quelques années qu'ils le font maintenant. La différence, c'est d'aller vers des écrans toujours plus grands, et Apple est aujourd'hui le dernier constructeur à proposer un téléphone premium avec un écran de 3,5 pouces. Ça correspond à l'entrée de gamme dans le monde androphone, comme on dit. Est-ce que d'après vous, ça va pouvoir encore durer longtemps? Et en clair, le prochain iPhone, l'iPhone 5, s'il s'appelle ainsi, aura-t-il un écran plus grand, messieurs? Oui. Voilà. Mais oui, parce que ça devient intenable. Oui, parce qu'il y a maintenant des rumeurs bien informées qui nous disent que oui. Et oui, parce que tu l'as dit, c'est pas tant Samsung versus Apple. Là, c'est Apple versus le reste du monde. C'est-à-dire que tu regardes tout ce qui sort chez HTC, Nokia, machin et les autres. Si tu mets l'iPhone au milieu, on a l'impression que de fait, c'est un petit téléphone. Alors ça peut être intéressant d'avoir un petit téléphone, mais tu peux pas n'avoir qu'un petit téléphone. Et les petits téléphones étant plutôt des entrées de gamme dans le monde Android. Oui, et c'est ça. Et tout à coup, ça tient plus la comparaison, mais ça va poser plein de questions le grand écran. Parce que là, par exemple, moi je me souviens, je regardais les commentaires des gens qui regardaient la keynote. Il y a des gens qui sont déjà venus dans ce podcast qui disaient ouais, c'est pourri. De toute façon, regardez, il est en plastique. Bah oui, mais mon chéri, si tu fais un téléphone qui fait 4
4,x pouces de diagonale et que tu le fais en verre et en métal, tu vas avoir une brique dans la poche. Donc ça va poser des questions très importantes sur le design de la bête, parce que là Samsung a quand même réussi un truc sur la taille, tout en conservant un poids qui est à 130 grammes, 133 grammes je crois. En tout cas, une chose est sûre, Cédric, c'est que là, Samsung a vraiment réussi à marquer la différence. En général, les constructeurs Android a vraiment marqué leur différence. Le form factor, c'était 3,5 pouces du marché. Alors, on va tourner la question de manière un peu différente pour Rodrigo, pour peut-être qu'il aille dans mon sens pour une fois. Ça te ferait envie, toi, Rodrigo, un iPhone avec un écran plus grand? C'est pas ce qui me manque le plus. Non, c'est pas ce qui me manque le plus. Mais pourquoi pas? En effet, souvent, quand j'ai besoin de lire des documents, des PDF, des trucs comme ça, je le mets en mode... je le tourne, et j'agrandis le dock, et je lis comme ça en scannant, et ça me va. C'est uniquement pour cette utilisation-là. Pour tout le reste, le pinch fonctionne assez bien. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui dans l'iPhone, il est trop lent. Moi, j'ai un 4, il est vraiment trop lent. Et il est plein surtout. Alors, moi j'ai le haut de gamme sur le 4, il est plein, il doit me rester 5% dedans et je vide tout le temps des trucs et il est plein. Donc il faut plus de capacité, qu'il aille plus vite. C'est pas vraiment l'écran. Et maintenant s'ils me l'introduisent avec un NFC ou avec des trucs rigolos, oui bien sûr, je passerai au 5, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait une pomme dessus. Alors tu disais, il est un peu lent ton iPhone 4, évidemment qu'il faut qu'il y ait une pomme dessus. Toujours plus grand. Il y a un truc qui s'appelle l'écosystème applicatif. Je vais pas racheter toutes les applis chez le concurrent. Oui. C'est complètement con. Non, pas trop vite. J'ai des centaines d'applis, je vais pas les racheter quoi. Ouais. Ou les réinstaller, tout ça va me faire chier. Bah regarde, Cédric l'a fait. Cédric est un Ouais, pour celle que j'utilise. Pour celle que j'utilise vraiment. C'est un explorateur de l'internet. Il faut vraiment voir celle qu'on utilise parce que en plus les modèles sont un peu différents sur Android. On se retrouve avec des applications très proches qui sont des fois sur des modèles freemium sur Android et payants sur iPhone. C'est faisable, c'est largement faisable. Alors, c'est beaucoup de questions Twitter, on va pas toutes les lister, mais en gros, Cédric, quand on passe à un écran plus grand, comme tu as l'habitude avec le Galaxy S2 et maintenant le Nexus et j'imagine bientôt le S3, est-ce que toi, tu es prêt à revenir en arrière dans le monde Apple si Apple ne sort pas un écran plus grand? Non, parce que c'est exactement ce que disait Rodrigo. Mais bien sûr, c'est exactement ce que disait Rodrigo. Pour lire un document aujourd'hui sur un iPhone, tu vas quand même avoir tendance à passer en panoramique ou à pincher zoomer, etc. Sur l'écran, ne serait-ce que du Nexus, parce que j'ai pas encore le S3, si j'ouvre, je sais pas, un fichier PDF d'une feuille A4, et bah ça le fait. Et je peux zoomer dedans, mais vu la résolution de l'écran et sa taille, ça va être lisible directement. Donc voilà, pareil pour les pages web, pareil pour plein de choses, quoi. Voilà, on est sur une résolution qui est la même que celle du Nexus, c'est à 1280 sur 720. Ça va, voilà, tu fais des choses avec. Pareil pour les photos. Non, le grand écran, si tu veux passer la première préhension vraiment, c'est-à-dire la première fois où tu le prends en main où tu dis non, c'est un peu plus grand. Le reste du temps, c'est un téléphone, ça tient dans une poche de chemise, j'ai pas l'impression de déformer mes poches de veste, c'est pas lourd dans la poche, hein, parce qu'évidemment tout ça est assez fin, parce qu'en fait le form factor est quand même assez proche de celui-là, et c'est en ça où moi je suis un peu déçu. C'est très agréable à utiliser. Mais n'allons pas trop vite, on parlera du design tout à l'heure. Toujours plus grand donc pour l'écran, toujours plus puissant pour le processeur Ulrich, avec là Samsung a vraiment mis le paquet avec un processeur maison, je crois. Un processeur maison, c'est le Samsung Exynos, qui est un processeur quadruple cœur, etc. Quadricœur, hein, alors que on est encore au bicœur. Hein. Mais il faut savoir ce qu'on va en faire. Et ce qu'on va en faire, on pourra en parler après, c'est le côté logiciel. Et là, il y a pas mal de nouveautés. Le quadruple cœur, on va voir que c'est intelligent parce que ça permet d'avoir des tâches asynchrones, ce qui permet d'avoir faire tourner beaucoup de choses en même temps, sans qu'il y ait des problèmes de performance et sans que derrière on ait des problèmes de batterie et d'autonomie. Alors, voilà, pour faire simple. Une des applications, une matérialisation concrète, parce qu'il y a beaucoup de questions en Twitter également, on ne peut pas toutes les lister à nouveau, mais à quoi sert un quadricœur sur un téléphone? Une des explications, une des illustrations Ulrich, c'est la fonction Pop-up Play, je ne sais pas si tu as vu ça, hein, qui permet de lire une vidéo par exemple en tâche de fond et pouvoir continuer à surfer comme sur son ordinateur. En fait. Ça c'est assez exemple, bluffant, mais il y a pas mal de choses. En fait, toute la couche qu'ils appellent Smart Stay, dont on parlera après, qui est un petit peu les fonctions humaines du Galaxy S3,
exploite vraiment le quadricœur. Est-ce que la question, c'est est-ce que quelque part, mettre 4 cœurs, c'est pas trop gourmand quand on voit que sur l'iPad, qui adopte une nouvelle génération de processeurs, la 5X avec un bicœur mais une puce graphique quadricœur, on essaie d'optimiser au maximum l'autonomie en mettant donc le quadricœur plutôt sur la puce graphique que sur la puce principale. Si Apple n'y va pas, vraisemblablement ils n'iront pas également sur l'iPhone 5, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, Cédric, non? Ça dépend, hein, parce que la question chez Apple, c'est de savoir quel appareil va avoir l'initiative de la technologie et du switch de processeur. Jusque-là, tu penses qu'ils vont y aller? Parce que là, c'est l'iPhone, hein, c'est pas l'iPad qui sort le processeur en premier. C'est quand même le truc qui se vend le plus et qui en plus a besoin de... C'est-à-dire, l'iPad n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être vraiment l'appareil de référence. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas... Mais Cédric, jusqu'à maintenant, c'était l'iPad qui était équipé en premier. La 4, souviens-toi, la 5. Est-ce que... La question, c'est pas tellement de faire de la puissance pour la puissance. Je pense pas que Samsung a mis ce processeur-là juste pour faire des benchmarks, même si on a vu les benchmarks et ils déchirent pas mal. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat sur le fait de dire que ce téléphone est le smartphone le plus puissant du marché, mais grave de grave. C'est-à-dire, bon, la question, c'est ce qu'on fait avec, et c'est ce qu'on va voir après. Mais il faut qu'il y ait des usages parce que sinon, de fait, ce n'est qu'un truc qui va servir à manger peut-être un peu plus de batterie, même si la conception des processeurs aujourd'hui, parce que c'est le principe du multicœur, c'est que tu éteins les cœurs quand tu ne t'en sers pas, donc ça te donne un surplus de puissance disponible qui va pas forcément te bouffer de la batterie. Mais Apple le fera s'ils en ont besoin. L'une des pistes qui pourrait expliquer la raison pour laquelle Apple n'a pas adopté une puce quadricœur native dans l'iPad numéro 3, l'explication elle vient du site CNET, je ne sais pas si vous avez vu ça messieurs, qui révèle qu'Apple aurait souhaité adopter pour l'iPad 3 des écrans IG Zo, c'est dur à dire, les dernières générations d'écrans de chez Sharp. La particularité de ces écrans, c'est qu'ils ont beaucoup moins de transistors, ils nécessitent donc moins de LED qu'une dalle classique, donc ils consommaient moins. Et puis à la dernière minute, malheureusement, cette génération de dalle n'était pas disponible, donc ils étaient obligés d'utiliser un écran classique qui consomme beaucoup plus d'énergie, ce qui explique l'épaisseur. Et peut-être le choix d'une puce intermédiaire, bicœur, avec un processeur quadricœur, ça vous semble ce qui n'interdirait pas donc l'arrivée d'une puce quadricœur dans l'iPhone, si là, les écrans de Sharp sont disponibles d'ici la rentrée, voire avant l'été, mais on pense plutôt à la rentrée. Messieurs, votre avis? C'est-à-dire que quand tu es dans les pieds de Samsung et que tu sors dans l'année, on va dire, 2 ou 3 modèles majeurs, c'est pas très grave si tu as une techno qui saute un modèle, tu te rattraperas dans 4 mois ou 6 mois. Quand on est sur le rythme de sortie de l'iPhone, là par contre, tu peux pas rater une génération, quoi. C'est-à-dire la prochaine génération de processeurs de smartphones d'Apple. Ils se sont contentés d'un speed bump cette année. Elle peut pas arriver. On pensait tous qu'ils allaient aller vers un écran plus grand déjà cette année, qu'ils devaient mettre vraiment le pied sur l'accélérateur pour rattraper Samsung, au moins sur le form factor et les écrans. Ils ont choisi de pas le faire. On ne sait pas s'ils ont choisi ou si c'est quelque chose. Voilà, ou si c'est pas quelque chose qui s'est imposé à eux. Mais voilà, moi je peux pas imaginer que la prochaine génération des processeurs de smartphone arrive fin 2013, quoi. C'est pas, enfin chez Apple s'entend, c'est pas possible. Alors messieurs, parlons du design. Vous en avez pensé quoi? On va commencer pour une fois par Rodrigo. Tu penses quoi du design de chez Samsung? J'ai peur de la réponse, mais vas-y. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non. Moi, je suis en fait pas très fan du design de l'iPhone. J'ai jamais aimé. Mais j'ai jamais aimé le 3. D'ailleurs, j'en ai jamais eu, ni le GS. J'ai jamais aimé. Ça, je comprends. Et l'actuel, écoute, d'ailleurs, je le vois pas parce que moi, mon iPhone, vous voyez, il est avec un petit case, donc on le voit pas, le design. Alors, les matières utilisées dans l'iPhone sont quand même plus nobles. Cédric le disait tout à l'heure, du verre, du métal. Là, on est dans un environnement uniquement en matière plastique. Chez tout le monde, c'est caché par un truc en plastique immonde. Donc, quelque part, on s'en fout. Il est pas mal, il a une bonne tête, la forme galet. Moi, j'aimais bien la forme galet. Ça ressemble au Nexus, qui n'était pas laid d'ailleurs, le Nexus, le tout premier Google Phone. Ou voir à l'iPhone 3, messieurs. Tu remarqueras un truc quand même, quand tu vas dans un événement Apple et que les gens d'Apple sortent leur iPhone, personne n'a de case, de housse, de pochette, de rien. Jamais. Je pense qu'il y a eu un mémo chez eux, même s'ils font des bumpers. Hein. Mais voilà, chez eux, tout ça se porte nu. Non, c'est pas mal. Alors, Ulrich, tu en as pensé quoi du design? Avant l'émission, tu me disais que tu avais été assez sévère. Assez sévère. Enfin, du moins, avant l'émission. Je sais pas si tu vas l'être. Moi, j'ai été déçu parce que pendant toute la keynote, Samsung n'a rien raconté sur le design.
À part la finesse. Ils ont dit regarder, oui, la finesse, ils ont dit regarder, on s'est inspiré de la nature, on a fait un truc qui ressemble à un galet. Enfin, ce qu'ils ont dit, c'est voilà, on a mis quelque chose qui ressemble à un galet, il y a une épaisseur de 8,6 mm. Révolutionnaire. On l'a fait encore plus fin que Galaxy S2, pourtant l'écran est encore plus grand, il est encore plus léger au passage. Et vous voyez, on a un traitement qu'on appelle hyperglace sur l'arrière, qui est finalement un traitement sur le polycarbonate, sur le plastique, qui fait qu'on a un résultat qui est brillant et qui marque beaucoup. Mais personnellement, dans le design, j'accroche pas. Moi, j'attendais qu'il raconte plus quelque chose, avec un peu comme HTC, avec le HTC One S, ou si je me trompe pas, c'est de la céramique ou des choses comme ça là, des matières plus nobles, un peu plus nobles. Et je pense qu'on peut trouver des matières plus nobles, tout en gardant la légèreté, tout en gardant des matières qui soient solides, etc. Je suis vraiment pas fan de ce design parce que pour moi il me raconte rien, quoi. Mais bon. Moi je m'attendais pas à être très surpris par le design parce que même si j'avoue que j'avais été surpris un petit peu par le design du Nexus avec son écran courbe. C'est les matières, moi, Cédric, que j'aime pas trop. Mais c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est très dur dans ces formats-là de faire du verre et de l'acier. Hein, c'est beaucoup trop lourd. Enfin, c'est beaucoup trop lourd. Il faudrait le voir et le tenir en main pour le comprendre, quoi. Mais ça pose aussi des problèmes d'épaisseur parce que le verre, enfin bon. Et on peut dire que... On peut dire, Cédric, de manière générale, qu'Apple garde son leadership sur la finition, sur les choix des matières. Oui, au premier coup d'œil, premium, on est d'accord. Je suis pas d'accord avec Rodrigo parce que je trouve l'iPhone 4 parfaitement iconique. C'est-à-dire que c'est un design qui restera dans le temps, même si évidemment il va changer, évoluer, voire même être complètement ratiboisé. Ils vont peut-être repasser au plastique, tu vois, 3GS style, bon évidemment en faisant un truc beaucoup plus fin. Mais j'attendais pas grand-chose du nouveau design du S3. Je pensais que ça ressemblerait à un smartphone. Et ça ressemble à un smartphone. A contrario, plein d'amis qui l'ont eu en main, eux, me disent il est agréable en main. Et finalement, c'est ça qui est important. Donc le design, une des approches intéressantes, beaucoup d'observateurs ont remarqué que le design était quelque peu inspiré non pas par les artistes, les designers de Samsung Ulrich, mais par le service juridique. Tu peux un peu développer cette idée ? Oui, donc, alors ça c'est quelque chose qui est arrivé, c'est une polémique qui est arrivée de Android Police, qui est un gros site anglophone sur Android, qui a repris le design de Galaxy S3 et qui a essayé de faire des traits rouges dans tous les sens. Ils ont compté les pixels et ils sont arrivés à la conclusion que ce design avait été conçu à la réponse, c'est une réponse de Samsung aux avocats d'Apple pour éviter. Par rapport au cahier des charges qu'avaient fixé les avocats d'Apple en listant tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un iPhone et qui avait déclenché des poursuites judiciaires envers Samsung. C'est ça, Ulrich. C'est pour éviter que Apple puisse bloquer le Galaxy S3 dans certains pays. Alors, ça peut expliquer peut-être, Cédric, qu'il n'y ait pas de version noire du Galaxy S3, puisque c'était un point dans les récriminations d'Apple. Quelle est la part de marché des smartphones pas noirs ? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ridicule. Il y en a un blanc, en tout cas, comme l'iPhone 4S ou l'iPhone 4. Oui, là, il y a deux couleurs, en fait. Il y a blanc et bleu, voilà. Ouais. Mais... Enfin, tu vois, oh là là, regardez, une vitre tactile rectangulaire, vite, appelez la police. Non, attends. Alors, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, Ulrich, ce qui est amusant de le constater, c'est qu'effectivement, il y a vraiment des efforts qui ont été faits pour casser le design, qu'il n'y ait pas des bords carrés, parce que ça, c'est le cahier des charges et dans la liste des récriminations qu'avait mis en avant Apple. Autre point intéressant, c'est la positionnement de l'écran. Si vous regardez bien l'écran, vous verrez que les bords supérieurs et les bords inférieurs sont de taille égale dans la plupart des téléphones et particulièrement sur l'iPhone. Là, c'est pas le cas. Ils ont déplacé légèrement l'écran en haut ou en bas, peu importe. Là, encore une fois, Cédric, c'est une manière de brouiller les pistes pour éviter de se prendre un procès. Ouais, enfin là, on est en train de breveter la narine gauche, tu vois ce que je veux dire. Ça n'a pas de sens, quoi. Bon. Mais il y a quand même pas mal de coïncidences. Je vois, par exemple, là, on parle du rectangle. Vous savez, il y a Apple qui reprochait au niveau de l'interface les icônes placées dans le rectangle, au coin arrondi, là. Le dock. Et Samsung l'a enlevé, quoi. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de coïncidences. Mais bon. Ouais. Alors, par contre, à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Android, une mauvaise nouvelle pour les avocats d'Apple, c'est qu'ils ont choisi de mettre un bouton Ulrich, un bouton Home identique à celui de l'iPhone, même s'il y a des boutons sensitifs à droite et à gauche. Mais ça, c'est un vrai plus pour les utilisateurs qui veulent passer de l'iPhone à Android, parce que moi, personnellement, chaque fois que je suis passé sur Android sans bouton Home, j'avais vraiment du mal. Parce qu'on a ce réflexe de sortir l'application en appuyant sur le bouton central qu'on n'a pas d'ordinaire sur un téléphone Android. Là, ils prennent un vrai risque. Là, Ulrich, alors pour moi, je pense que Samsung
aurait pu pousser le vice en proposant aucun bouton Home physique, mais tout en tactile comme HTC et Sony. Chouchou, tout en tactile comme Samsung. Hein. Bah ouais, là il n'y a pas de bouton. Hein. Ouais. Moi, j'aime pas trop. Mais moi, je suis en train de me dire que Samsung a vendu son âme et donne raison à Apple un petit peu. Mais bon. Oui, parce que il faut rappeler que dans les recommandations de Google à l'origine, ils disaient pas de bouton Home, c'est pas bien, il faut pas. C'est ça ? Oui, entre autres, il y avait pas mal de guidelines comme ça sur les boutons tactiles, etc. Google au début obligeait les constructeurs à mettre des boutons et physiques, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est plutôt l'inverse. Alors, parlons des fonctionnalités. Une des fonctionnalités stars, qui est une vraie surprise dans l'arrivée de ce Galaxy S3, c'est l'arrivée d'un assistant vocal, un Siri-like. Son nom, c'est S-Voice et non pas The Voice, c'est Eric. Là, carrément, alors là, ils n'ont pas été très loin pour trouver la fonctionnalité et l'inventer. Alors moi j'ai envie de dire Alors je vais laisser répondre Ulrich là-dessus parce que rétablis la réalité historique. Ok, tu me parles de S-Voice, mais moi j'ai envie de te parler de la fonctionnalité Smart de Samsung parce que c'est pas simplement du son, ça répond aux mouvements, ça répond aux besoins, ça va plus loin que le son. Besoins. Ah ouais, c'est pas seulement S-Voice. J'ai pas le nom de toutes les fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle en gros Stay Smart, c'est-à-dire que c'est plein de fonctionnalités, c'est-à-dire le téléphone sait quand une information est importante et il va nous le notifier. On lit un SMS de quelqu'un, on met le téléphone à l'oreille, on appelle cette personne-là. Le téléphone, on le regarde, on tourne la tête, l'écran automatiquement va s'éteindre parce qu'on ne regarde plus le téléphone. Ça va beaucoup plus loin que simplement S-Voice. Mais puis surtout, c'est pas ça. Ce qu'il faut dire, c'est que la commande vocale dans Android, c'est tout sauf nouveau. Hein. Ça existe depuis. Oui. Tu te souviens de ton Nokia 3210 quand tu disais appelez maman, ça appelait maman. Oui, mais c'était pas un assistant vocal, c'était une commande vocale, c'était pas intelligent. Oui, c'était pas conversationnel. Là, c'est plus conversationnel de fait. Alors, tu l'as essayé avant de donner la main à Rodrigo. Tu l'as essayé. On va regarder quelques images que tu as tournées. Lors de l'événement à Londres, on verra que c'est encore un petit peu, perfectible. Nouvel événement déjeuner avec Jean-Michel. Quel est le meilleur moment? À midi demain. Désolé, mais je ne semble pas trouver l'adresse courriel de l'ami dans vos contacts. Je n'ai pas pu envoyer l'invitation. Quel est le meilleur moment? Demain à midi. À quelle heure? 12h. Quel est le meilleur moment? Demain à 14h. À quelle heure est-ce que je mets ça? Alors Rodrigo est pas très sympathique, cet assistant vocal, puisqu'il engueule Ulrich. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça ressemble quand même beaucoup à Siri. J'en ai rien à foutre de Siri. Et que si j'avais voulu avoir Siri, j'aurais acheté un iPhone 4S. Donc si le système vocal du Galaxy, j'en ai rien à foutre. On a un peu triché, Ulrich, parce que le morceau, là, tu faisais la démo, le morceau de vidéo qu'on vous a diffusé. La démo était en français, en anglais, ça marche quand même un petit peu mieux. C'est aussi le cas pour l'iPhone. La version anglaise est bien meilleure que la version française. La version française n'est pas du tout au point et je suis sûr que le 29 mai, elle sera au point parce que là, on avait vraiment une version qui était, on a moins. Qui était bêta. Je pense. Ouais, l'iPhone, tu sais que Siri est toujours en bêta sur. Non, mais attends, Siri, c'était quand même vraiment meilleur que ce que j'ai pu tester. Je sais pas si tu as vu, mais. Tu disais tout à l'heure que ça allait plus loin. Concrètement, tu peux donner des exemples sur la manière dont ça va plus loin que l'assistant vocal d'Apple? Il y a pas mal de choses. Déjà, ça arrive bientôt. Il y a une fonctionnalité liée à S-Voice qui est pas mal. Non, on dit The Voice. This is the voice. On dit S-Voix. Non, déjà, tu peux réveiller S-Voix en disant salut Galaxy. Alors, tu n'as pas besoin d'appuyer sur le bouton. C'est un mot magique en fait. Tu dis salut Galaxy, hop, il se réveille et puis il écoute ce que tu as à dire. C'est pas mal. Ouais. Je crois même que tu peux programmer ce que tu lui dis. Enfin, tu peux lui donner un autre nom. En français, c'est salut Galaxy. Bon, je sais pas pourquoi salut au lieu de bonjour. Je pense que salut, ça s'entend mieux que bonjour. Sûrement, ouais. Mais bon, voilà.
Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses parmi les fonctionnalités. Moi, il y a quelques petites choses qui m'ont paru intéressantes. C'est la reconnaissance faciale dans les photos, qui lie automatiquement les visages aux profils sociaux de tes amis. Pardon. Un peu comme dans iPhoto aujourd'hui. Un peu comme dans iPhoto, mais eux l'ont amené sur l'expérience mobile. Complètement connecté à Twitter et Facebook, si je ne me trompe pas. Donc ça permet d'envoyer tes images par MMS ou par mail automatiquement à la personne qui est sur la photo, c'est ça? On peut imaginer il y a ça, et puis surtout c'est ça, tes photos deviennent cliquables et je prends une photo de vous trois et tout à coup j'ai bim Olivier, Rodrigo, Ulrich, je clique sur Rodrigo, j'arrive sur son Facebook ou son Twitter par exemple. Et mais le système va aussi me permettre de dire voulez-vous envoyer la photo aux gens qui sont dessus, ce qui est pas mal. Moi il y a deux fonctions moi qui me marquent parce que c'est des choses qu'on avait peu vu ailleurs, c'est ce truc où tout à coup le téléphone regarde où sont tes yeux, parce que c'est le truc le plus énervant qui arrive sur un smartphone. Tu ouvres une page web par exemple et tu commences à lire l'article et au bout de 15-20 secondes, ça dépend comment sont tes settings, et ben l'écran s'éteint. Et c'est quand même super chiant parce qu'il faut que alors tu relances, t'appuies, tu slides, ça y est, ça revient. Et ben là non, le téléphone il regarde tes yeux pour voir si tes yeux sont en train de regarder l'écran du smartphone et tant que tes yeux sont sur le smartphone, le téléphone ne s'éteint pas. Là, ça fait plaisir. Et le deuxième truc qu'on avait vu chez Palm mais qu'on n'avait pas vraiment vu ailleurs, c'est la recharge sans fil. Non, c'est la recharge sans fil. À induction, c'est ça. Induction, d'autant qu'en plus, entre-temps, c'est-à-dire depuis que Palm s'est mis à le faire, et à ne plus le faire donc, demande à HP. Bah, ils ont tous des Palm chez HP. Je pense que ça va être terrifiant parce que eux ils savent pas d'où vient leur prochain téléphone. Il y a maintenant une norme de la recharge sans fil qui s'appelle XI qu'on a vu chez les Japonais, qu'on a vu tout ça, mais donc les fabricants se sont mis d'accord sur une norme unique, ce qui veut dire que tu pourras avoir à terme un chargeur pour recharger tous tes trucs à induction, mais là c'est quand même bien de l'avoir intégré dans le téléphone, même si le petit galet de recharge lui sera vendu en option. Alors Rodrigo, ça, le chargeur induction, c'est un truc, Monsieur X n'est pas là ce soir, mais s'il était là, il en rêve depuis des années. C'est pas prêt d'arriver, pour l'instant en tout cas, dans le monde Apple, parce qu'Apple est un peu prisonnier de son écosystème, Rodrigo. Tu parlais d'écosystème tout à l'heure pour l'application. Le connecteur dock, qui est made for iPod, qui est quand même une source de revenus importante chez Apple, qui est présent dans quasiment tous les autoradios, et je parle de toutes les stations pour iPod. C'est difficile d'abandonner ce connecteur-là, peut-être, Rodrigo, pour Apple. Je suis pas sûr parce que l'un des grands problèmes de l'iPhone aujourd'hui, c'est qu'il dure même pas une journée. Et donc il y a plein de gens qui ont soit une petite batterie complémentaire, soit qui ont un petit dock. J'ai encore un copain aujourd'hui qui avait ça derrière pour lui rajouter de la durée de vie. Donc il suffirait de mettre un petit connecteur, tu vois, avec un machin qui est avec cette technologie Qi pour le recharger. Donc je sais pas, c'est un non-débat, quoi. Tu t'emballes, toi, quand on te dit tiens, ton iPhone 7 se recharge tout seul. Ah ouais, super, j'en ai acheté un. Ce que j'ai trouvé sympa, alors là, c'est une vraie avancée, ce que vous décriviez par rapport à l'induction, même si ça vient pas de Samsung, ça existait chez d'autres constructeurs. Moi, ce que j'ai trouvé sympa, c'est le S-Beam. Ulrich, pourquoi? Parce qu'il y a du NFC dedans, et ça, le NFC, pour l'instant, il n'y en a pas chez Apple. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un petit peu poussé la fonctionnalité qui s'appelait S-Beam, mais maintenant, c'est un peu all share. Donc tout partagé. Et il y a pas mal de fonctionnalités. On peut partager du contenu avec tous les amis qu'on a autour de soi, avec une télévision, etc. Et en fait, ça utilise deux technologies. Ça utilise entre autres du NFC pour dire « Eh oh, je suis là ». Donc, pour les petites données. Voilà, simplement pour activer en disant « Je suis là, on peut se connecter ensemble, j'ai quelque chose à te dire ». Et ensuite, le Wi-Fi direct pour faire l'échange de données qui est plus adapté pour l'échange de contenu. Ouais. Alors, ce que tu le disais, ce qui est amusant, donc là ça utilise le réseau Wi-Fi. Là, je me tourne vers Cédric parce que là, ça va le faire saliver. C'est qu'Apple, c'est freudien. Samsung a sorti l'équivalent en accessoire Wi-Fi du téléphone Galaxy S3, l'équivalent d'un Apple TV, avec un système comparable à l'AirPlay, Cédric. Oui, parce qu'en fait, c'est pour toutes les télés qui seraient. Pour toutes les télés qui ne seraient pas connectées, parce qu'en fait n'importe quelle télé DLNA, pas seulement Samsung, mais les autres, ça fonctionne déjà. Moi je l'ai fait, mais il y a 1 an déjà, avec une télé connectée Samsung, pourtant pas si récente que ça, et un smartphone. Boum, vidéo, all share, pouf, ça arrive sur l'écran de la télé, sans password, sans handshake, sans rien, c'est assez remarquable. C'est vraiment bien, par exemple, avec mon Galaxy S2, je m'en sers comme une Wiimote sur ma télé Samsung, alors que je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire ça.
Ouais. Comme quoi, il y a encore des progrès à faire au niveau marketing chez Samsung. Il y a tellement une pléthore de fonctionnalités, une pléthore de produits que Apple vraiment rationalise tellement sa production qu'ils arrivent vraiment à mettre le doigt sur les valeurs killer, killeuses, je sais pas comment on peut dire, c'est en franglais. Siri a rendu le téléphone plus humain, mais je pense que Samsung a été beaucoup plus loin et on avait beaucoup l'habitude de penser que la marque de fabrique la voix de son maître. La marque de fabrique d'Apple, c'était le couplage entre le logiciel et le hardware et le matériel. Mais j'ai l'impression que Samsung peut le faire aussi maintenant. Alors, avant de poser la question finale, à savoir, est-ce que, selon vous, Samsung se contente encore de copier, et peut-être un petit mot sur l'écosystème, Rodrigo voulait dire un mot tout à l'heure, c'est quand même une valeur ajoutée, une force d'Apple aujourd'hui. Un mot sur la relation entre Google et Samsung. Curieusement, lors de cette keynote, de cette présentation du nouveau Galaxy S3, pas un seul mot a été... Google, le mot n'a pas été prononcé, j'y suis arrivé une seule fois. Qu'est-ce qui se passe? Les relations sont-elles un peu plus tendues, Ulrich, entre Google et Samsung en ce moment? Surtout que Google lance ses propres téléphones avec Motorola aujourd'hui, qui a été racheté l'été dernier. Nous, on est en train de se demander si le Galaxy S4 ou S5 est-ce qu'il sera sur Android ou pas, et on n'est vraiment pas sûr, parce que carrément. Ça va avoir un divorce. En tout cas, il y a une guerre froide, on parle clairement de guerre froide sur Android entre Google et Samsung. Et pourquoi parce non que c'est pas moi qui ai écrit cette chronique sur la guerre froide. Il faut être solidaire. C'est Julien Cadeau qui s'occupe également de lesardoise.com. Mais c'est pas le seul à penser ça. En gros, on est en train de se demander si Samsung n'est pas en train de prendre le pas avec la couche logicielle qu'ils ont pu présenter sur Galaxy S3, avec des services qu'ils sont en train de racheter. Je ne sais plus exactement le service vidéo, une musique qu'ils ont racheté récemment. M-Spot. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'indices qui montrent qu'il y a une guerre froide entre Samsung et Google. En gros, l'idée... Non, mais attendez. Moi, j'ai lu le papier. Attends, je résume pour ceux qui n'ont pas suivi. L'idée, c'est en clair, ils utilisent Android aujourd'hui, mais tous les services qui pourraient être payants et qui pourraient apporter une valeur ajoutée et rapporter de l'argent à Google ou à d'autres, Samsung choisit de le développer lui-même à son propre magasin d'applications. M-Spot, donc c'est le service de streaming comparable à Spotify qui a été racheté cette semaine. Il y a d'autres exemples. Un exemple plus frappant encore, c'est quand vous achetez un Galaxy S3, vous pourriez avoir une zone de cloud pour être comparable, de stockage comparable à iCloud. On pourrait penser qu'ils aillent chercher la zone de Google qui vient d'être lancée. Eh bien non, c'est Dropbox qui est à l'intérieur. Donc on a l'impression que Google essaye à la fois de, je dirais, entre guillemets, de privatiser Android. Cédric. Non, mais le truc, quand tu es constructeur et que tu fais de l'Android, c'est que tu as besoin de différenciation. Parce que sinon, ta machine est exactement la même. C'est, tu vois, une dalle tactile rectangulaire qui, en tout cas en rayon, va ressembler exactement à ce que fait le voisin. C'est pour ça que HTC a rajouté sa petite surcouche. C'est pour ça que Samsung a fait le même. Ouais. Je suis pas sûr que le torchon brûle vraiment entre Samsung et Google. Je pense que Google, quand ils sont passés à Ice Cream Sandwich, c'est aussi pour ça d'ailleurs que les constructeurs ne sont pas rués dessus. Google a un peu exigé des constructeurs qu'il y ait une sorte d'expérience Google pure et qu'ils arrêtent de faire des surcouches un peu hétéroclites. Ça n'a pas empêché Google de faire avec Samsung le Galaxy Nexus. Ça n'empêche apparemment pas Google avec Samsung de faire le prochain Nexus encore. Voilà, je pense pas qu'ils soient fâchés. Je pense que Google a compris que les constructeurs aussi avaient besoin de gagner une identité au-delà du système, parce qu'il y a un côté plus petit comme un dénominateur quand on fait de l'Android. Bien, dernière question, messieurs. C'est vrai, une dernière petite phrase là. Mais il faut honnêtement, conclure, j'ai vraiment l'impression que Samsung, aujourd'hui, ils utilisent Android au sens d'une distribution Linux et qu'ils n'ont plus vraiment besoin de Google. Ils sont en train de se dire, regardez Amazon avec leur success story du Kindle Fire, on veut faire la même chose. Oui, mais il y a quand même un effet d'entraînement. C'est vrai que le nombre de services nouveaux que Google propose avec les nouvelles versions du système sont tellement importantes que c'est dur de recréer un écosystème parallèle qui reste compatible avec le reste du monde. Regarde Google Play, regarde toutes ces choses. Google les laisse parfaitement développer ce qu'ils veulent à côté. Je pense que ça va rester comme ça pendant assez longtemps, parce que sinon Samsung a d'autres options. Regarde le système qu'ils avaient Bada qu'ils avaient mis sur le web, qui est un système à la fois open source et maison, avec leur propre écosystème applicatif, leurs propres apps. Ils vont pas redévelopper quelque chose qui serait ni Android ni Bada. Ça me paraîtrait un petit peu compliqué. En tout cas, nous, chez Frandroid, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, Samsung est de plus en plus loin de Google et que
paradoxalement, ils sont bien plus proches d'Apple. Mais... Alors, messieurs, alors selon vous, est-ce que Samsung est copieur ou vraiment innove avec le Galaxy S3 ? Allez, votre verdict. On l'aura en main le 29 mai, puisqu'il sera en magasin le 29 mai. On en fera un test, bien sûr, pour le magazine iCreate. Il coûtera d'ailleurs, pour la petite histoire, 649 € en version sans prime opérateur, en version 16 Go. Il existe en 32 et en 64, comme l'iPhone. Et Cédric, surtout, il a un emplacement SD micro SD. Oui. Et il a un emplacement SD, tu peux rajouter 64 Go, huge. Non, c'est ce que je disais en tout début. Il y aura un iPhone 528, t'inquiète pas. Voilà, au tout début de l'émission, ce que je disais, c'est que jusque-là, Apple sortait un téléphone, et puis 6 mois après, ou 3 mois après, Samsung sortait un téléphone, et on disait, regardez, le nouveau Samsung, il y a quand même des trucs qui ont l'air d'être pompés sur Apple. Même si il y a des fois où ça a dû être juste, il y a des fois où ça a dû être totalement injuste, parce qu'évidemment, au moment où l'iPhone sortait, le truc de Samsung était déjà prêt à sortir, ou quasiment. Ouais. Voilà. Mais là on est face à une véritable inversion de phase. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on se serait attendu. Moi, par exemple, vraiment, ce système qui regarde tes yeux pour n'éteindre l'écran que, je l'imagine parfaitement en démo dans une keynote Apple. Tu vois ce côté absolument magique, tout ça, de trucs qui just works. Et bah non, c'est Samsung qui le fait d'abord. La recharge sans fil, pareil. C'est c'était Palm. Oui, non, mais t'as fait, mais mais depuis il y a eu un standard, etc. C'est des choses que, à l'image du NFC d'ailleurs, on était un peu surpris qu'il n'y ait pas de NFC dans le 4S. Ouais, ça fait partie de ces choses où on s'attendrait à ce qu'Apple les intègre en premier. Et bah non. Donc tout à coup, Samsung prend le pouvoir de l'initiative, et quand Apple va arriver avec ces fonctions-là, personne ne pourra dire Samsung a copié. Donc déjà, ça va leur permettre de sortir de cette quasi-malédiction. Rodrigo, tu es d'accord avec Cédric, et est-ce qu'au-delà tu es inquiet pour le prochain iPhone, ou est-ce que tu penses qu'encore une fois à la sortie de l'iPhone ils vont mettre une claque à tout le monde avec la fonction que personne n'a pensé? Tu me poses la question à moi, Rodrigo. Qu'est-ce qu'il avait dit Steve? Tous sans abri. Sortez vos photocopieurs, c'est ça? Voilà. Ouais. Redmond, allumez vos photocopieurs. Ça c'était pour Windows. Ils ont prévu une cause, ils n'ont même pas sorti l'iPhone 5 en sortant le 4S. C'est qu'ils sont en train de faire un truc qui va déchirer, et qu'ils sont probablement en train d'installer les unités de production ou sécuriser suffisamment de matières premières ou de composants pour pouvoir les fabriquer. Donc ils ont fait un truc, à mon avis, qui pour le prochain téléphone, en tout cas, celui d'après on ne sait pas parce qu'il n'y a plus Steve, et pour le prochain téléphone qui va mettre une claque à tout le monde, clair. Ulrich, ton avis? Sans parti pris. J'ai l'impression que l'iPhone aujourd'hui, celui qu'on a en magasin, il est obsolète. Ça c'est clair. Et obsolète. Il est plus au top de il est obsolète par rapport au haut de gamme, l'image qu'il a. Et j'ai l'impression, et malheureusement, le nouvel iPhone... Pardon, non, il y a deux trucs. Il est peut-être obsolète ou désuet, qui est un mot plus joli, d'un point de vue spécification hardware, mais en termes de software... C'est pour quelqu'un qui veut le téléphone le plus puissant du marché. Vraiment pas software aussi. Mais non, la base installée, l'univers, la simplicité, ça fonctionne avec tout, quoi. Ah mais non, je parle pas de base installée, on parle de la qualité du software. Moi, il y a des trucs qui, même sur l'iPad, dernier du nom, moi, me choquent. Les notifications, je les trouve moches. Pourtant, ils ont été copiés sur Android. Oui, mais sur l'Android précédent, sur 2.3. Mais il y a des trucs, moi, qui me choquent. Mais ça, c'est des discussions qu'on a avec Mr. X sur ces applications qui font du faux cuir ou du machin. Enfin, il y a des trucs dans le design, moi, dans des applications qui me hérissent un petit peu le poil. Et là aussi, je pense que Google a fait des pas en avant avec Ice Cream Sandwich sur la fluidité, l'intégration, etc. Donc, j'ai envie de dire on va conclure, aux utilisateurs iPhone, prenez un HTC One avec le One S ou le One X, ou prenez un Galaxy S3 et regardez un peu la différence. Je pense que là, aujourd'hui, moi je suis bien content de ne plus faire le petit combat contre hardware contre hardware. C'est vraiment qu'aujourd'hui, lorsqu'on me demande quelle est la différence, je parle plus du hardware, je parle du software, et je suis bien content aujourd'hui d'avoir changé de discours.
Mais bon. Des planètes. Juste un petit mot pour en ce qui me concerne. Moi, je suis pas spécialement inquiet. De toute façon, on n'a pas à l'être, vu le cash d'Apple en ce moment, et puis on travaille pas pour Apple. Moi, ce qui me manque, puisque je travaille avec les deux environnements, c'est vrai que je suis plus à l'aise. Mais est-ce que c'est parce que j'ai pris l'habitude tellement d'iOS? Je suis beaucoup plus à l'aise dans l'environnement Apple, dans l'ergonomie, dans le design de l'interface Apple. Donc, ce qui manque aujourd'hui au Galaxy S3, c'est iOS tout simplement. Et je pense oui. Et je pense que Android 4.0 a été un beau progrès, mais ils ont encore des progrès à faire en termes d'ergonomie. On va voir. On a la réponse en juin, puisque ça y est, on connaît les dates, messieurs, de la conférence des développeurs Apple, la WWDC, qui aura lieu donc début juin, mi-juin. Nous serons évidemment là. J'espère en direct. On verra à ce moment-là. Il y a aussi la Google I.O. en juin. Mais bon. Et oui, alors ils vont se répondre, mais c'est bien, c'est un feuilleton qui va continuer. Ça va nous permettre de faire de jolis, on refait le Mac. Pourquoi pas. Ouais. Alors messieurs, nous sommes très en retard parce que Cédric doit prendre un avion pour rentrer sur Paris, donc on passe directement à vos coups de cœur. Alors Rodrigo, bien que tu n'aies pas atteint tes 10 000 followers, est-ce que tu as des coups de cœur pour nous ce soir? Parce que c'était ta promesse de la semaine dernière. Tant que tu n'as pas atteint les 10 000, pas de nouveaux coups de cœur. Alors ce qu'on peut faire, c'est... on les diffuse que si j'ai des 1000 followers. Bien sûr. Samedi, ouais. Si demain. Fait, hein. Nous enregistrons jeudi soir. D'accord. Monteur, moi, je vais vous parler de... J'ai plein de trucs. J'en ai à peu près 30 d'avance, là. J'ai bien bossé pendant... Moi, j'ai bien bossé pendant... 30 ce soir, pitié. Deux suffiront. J'ai bien bossé pendant qu'Olivier préparait la 100e. Mais je vous en parlais de deux qui sont d'actualité cette semaine, parce qu'elles sont sorties cette semaine. L'appli iPad, le LinkedIn. Est-ce que vous l'avez essayé vous-même? Sur l'iPad, elle est assez magique. C'est assez étonnant d'ailleurs, c'est vachement mieux en termes d'ergonomie, d'interface, de fonctionnalité que le site web. Ça se divise en trois. Il y a une section, on dirait du flipboard, donc ils ont essayé de regrouper tous les flux, toutes les notes, toutes les infos de votre réseau social professionnel dans un seul endroit. C'est très joli. Et deuxième partie, c'est votre CV, comme d'hab. Et la troisième partie, c'est toutes les notifications des autres. C'est très bien fait. Allez voir l'appli iPad de LinkedIn, sachant qu'on en a parlé plein de fois, 90% à peu près des pros utilisent maintenant les tablettes iPad. La sortie cette semaine égale... Deuxième coup de cœur. 90% des pros, non. C'est un chiffre qui vient d'Internet. C'est un chiffre qui vient d'Internet. Oui, c'est ça. C'est un chiffre qui vient de Google encore, c'est ça? C'est le mandarum, là. Mais attendez, il y a 73% des chiffres de Google qui sont bons. 90% des utilisateurs de tablettes utilisent un iPad. Ça laisse penser pour les 27% restants. Non, mais oui, c'est pas ça que tu as dit. Bon, très bien, mais passons. Allez, Rodrigo, deuxième coup de cœur. On est en retard ce soir. Toute verte. Vous l'avez vu passer? Ouais. Vous l'avez vu passer? Il y en a un qui suit. Il y en a un qui suit. Spotify a enfin sorti son appli iPad. Moi, je bosse. Eh ben, elle marche super bien. Elle marche vraiment super bien. Et alors, Spotify, comme on dit chez toi. Spotify. Et alors, ça m'intéresse beaucoup, moi, ces derniers temps, Spotify. Je sais pas pourquoi. Eh ben. Private joke, continue. J'ai beaucoup testé l'univers hi-fi récemment ces dernières semaines pour des raisons X et Y. Et tout le monde m'a dit va essayer le dernier ampli AV, donc audio-vidéo de chez Denon, le 4311, en particulier parce qu'il a la fonction AirPlay. Et moi, j'ai pas pris le Denon 4311 parce qu'il est plus pourri que le Onkyo TXNR 5009. Et qui fait du 9.2, machin, etc. Je vous en reparlerai. TXNR 5009. Il a Spotify intégré. D'accord. Et c'est pas mal. Donc votre ampli, il chope toutes vos playlists Spotify depuis le web, et c'est top. Mais la question que je me posais, c'est en quelle qualité? Sans utiliser l'iPad. Il veut dire comme Sonos en fait. Ouais. Là il est parti. Sonos propose une. C'est vrai que tu viendras voir mes enceintes, c'est pas des Sonos. Je pense que. Ah mais tu peux mettre un ampli Sonos. Regarde, tu peux mettre un ampli Sonos avec tout directement sur ton Onkyo de la mort. Avec les enceintes qui tuent. Vraiment comme ça. Mais la question que je me disais, c'est l'Onkyo il stream la musique en combien? En combien? En très bien. 250. Ah bah non, comme tout le monde, en 320. Je sais pas. Et donc, du coup,
Appelle Et du coup, je me suis dit, attends, j'ai un petit boîtier à 100 dollars qui s'appelle une Apple TV, j'ai la dernière, en 1080D, qui est branché aussi, à 99, à 109 euros. qui est branché directement sur l'ampli. Et Ouais. donc l'AirPlay que j'ai pas, qui vient du Denon, ah tiens, je l'ai sur un petit boîtier Apple TV. D'accord. Et là, avant-hier, grosse surprise, Spotify lance son appli iPad, qui est magnifique avec les covers, ça joue, enfin tout, c'est super fluide. En AirPlay, Mais- donc. Vous avez dans Settings, vous voulez streamer en quelle qualité? En normal, en high ou en extrême? Et l'extrême en 320 kbps sur l'ampli qui sort sur les enceintes de la mort. Donc je vais faire un test. Bien, merci. Si quelqu'un sait la réponse, non. la réponse, Onkyo le stream à combien, je serais vachement intéressé. Mais tout à l'heure j'ai écouté un truc, c'est vachement mieux. Bien, bah, j'espère qu'on aura la réponse pour la semaine prochaine. Ulrich, ton coup de cœur ce soir, en espérant que tu sois plus bref que Monsieur Rodrigo. Alors, trois mini coups de cœur. Il y a la nouvelle application. non. Trois rapides. Il y a la nouvelle application Spotify sur Android qui arrive. Elle est en bêta. Et pareil, on peut Ouais. mettre la qualité extrême. Et elle est vraiment très bien cette application parce qu'elle a Et repris toc. Ah ouais, mais elle est en bêta. Hein, Ouais, j'ai ouais, pas rien. sans doute. Nous on n'est pas en bêta. Elle est vraiment très bien. C'est la cour elle est d'école, vraiment quoi, très c'est très marrant. bien. Il y a, j'ai testé la semaine dernière chez Gameloft à Paris Nova 3 sur un iPad Ouais. 3 et sur un Galaxy S2 et c'est bluffant. Mais genre bluffant. C'est l'équivalent graphique et d'un jeu de seconde génération d'Xbox 360. C'est bluffant. Mais Ah ouais, la bande son, les graphismes, l'histoire est pas mal. Mais les c'est pas le graphismes, même prix que c'est les jeux Xbox, heureusement. bluffant. Mais quand il sortira, là, il sort au mois de juin, je crois. Si je me trompe pas. Sur l'App Store et sur le Google Play. Et c'est vraiment un des meilleurs jeux mobiles en termes d'expérience. Je parle de vrais jeux 3D. Et Allez, troisième coup de cœur. c'est la petite montre Moto Active de Motorola qui va sortir en France Ah, très il est vite. Google à mort, hein, ce soir, c'est pas possible. Ah non, j'ai parlé de Nova 3 qui était sur iPad aussi. Et sur iPad. Et sur Google aussi, mais bon. Et, vas-y. Moto Active, Alors c'est quoi? Explique-nous. Moto Active, c'est une petite montre sous Android qui est autonome, contrairement à d'autres montres intelligentes. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sans smartphone, on peut mettre sa MP3, il y a 8 Go ou 16 Go. C'est une montre comme qui ça est... Ouais. Toi, tu as laquelle? C'est l'iPad, moi. C'est l'iPod. Ah oui, disons. c'est l'iPod. Ah, l'iPod. Bon, sauf que celle-ci est L'iPad, autonome. serait un peu gros. Elle a du Bluetooth, du GPS. C'est premièrement une montre qui est un peu un coach sportif parce que tu peux faire tes entraînements de vélo, de jogging, etc. Rodrigo. Elle est vraiment géniale pour ça. Tu as une application sur ton Motorola ou sur ton PC ou ton Mac pour suivre tous tes exploits sportifs. Mais tu as également pas mal d'applications pour utiliser ta montre de façon Mais tu assez peux pas intelligente. téléphoner avec, Si, Ulrich. tu peux recevoir les Tu coups peux de pas téléphoner avec. Tu peux recevoir les coups de fil de ton téléphone quand tu as le téléphone dans la D'accord. poche. Mais tu peux l'utiliser aussi de Donc il façon communique avec le téléphone autonome. Android. Ouais, et tu peux l'utiliser de façon autonome, c'est-à-dire je vais courir dehors, écouter de la musique, ça m'empêche pas d'écouter de la musique et d'enregistrer mon parcours GPS. Et puis tu as des petites Ouais, j'ai applications toujours été- sympas qui arrivent, par exemple l'application Free Mobile qui te permet de changer de chaîne avec ta montre ou de faire tes enregistrements de ta Freebox. Alors ça, Indispensable. c'est un truc de malade. C'est moi qui la montre et c'est moi qui change de chaîne. C'est un truc Et j'ai de toujours malade. été étonné qu'Apple n'ait pas développé le concept comme ça de l'iPod Nano, qui a plus été développé par les accessoiristes de bracelets montres que par Apple eux-mêmes. Bref, peut-être qu'on aura des surprises. Là, t'as deux montres qui sont sympas. T'as la Smartwatch de Sony et t'as la Motorola Active de Motorola. Et ça vaut combien? Alors, la Smartwatch est à peu près 150 €, mais elle est 150 €, mais elle est beaucoup moins axée sportif. C'est vraiment une montre un peu plus grand public. C'est une Et la extension du smartphone. La Moto Active ouais. est beaucoup plus complète. Cette fois, la Moto Active est autonome. Elle a du GPS, du Bluetooth, etc., même du Wi-Fi. Et celle-ci est à 250 € à peu près. Ouais, bon. Et il y a Quand plein même. d'accessoires pour la brancher sur un vélo, dans la voiture, Alors. partout. Allez, on y va parce que j'avais promis de faire une mission de moins d'une heure. On va essayer ce soir, c'est pas gagné. Mon coup de cœur, c'est un casque et pas le par lequel, messieurs. Regardez, c'est de toute beauté. C'est le nouveau casque de Powers et Walkins. C'est le On P3, dirait c'est mes le enceintes, casque elles viennent de chez le même. Ouais. Ouais. C'est la version ultra légère du casque, je dirais, Street de chez Bower Wilkins, de B&W comme on dit. Et regardez comme c'est bien présenté, un joli coffret, à l'intérieur du coffret, regardez ce qu'on trouve. Ah, c'est de toute beauté. Il y a donc un magnifique casque qui se plie. Voilà, et c'est de très belles matières, hein. C'est que des matières nobles, du métal.
Du cuir et non, il n'y a pas de cuir. Est-ce qu'il y a du Kevlar Est-ce qu'il y a du Kevlar jaune? C'est très ouaté, voilà. Ouais, c'est plutôt Et le son, plastifié, accessoirement, est très bon, mais comme d'habitude, ça a tendance, moi, ça n'aime pas trop, à un peu trop amplifier les basses, mais ça, c'est un choix de constructeur. Et c'est assez léger. Par contre, le prix est relativement raisonnable pour du B&W, à savoir 199 €. Il existe aussi, je vous montre des deux côtés, en blanc. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à cette 101e. J'ai pas de coup de cœur, moi. Ah ouais, excuse-moi, Cédric, je t'avais oublié. Bah, mais enfin. Ah ouais, excuse-moi, Cédric. D'autant que c'est un coup de cœur. C'est vrai que d'habitude, tu commences. C'est un coup de cœur à contre-temps parce que mon coup de cœur de la semaine, c'était Google Hangout. Mais parce qu'on en parle, on dit tout le bien qu'on en pense toutes les semaines et on l'utilise toutes les semaines. Et il se trouve que ce soir, on a un peu galéré. Sauf ce soir, ça a planté absolument de manière totalement magistrale. C'est pas Hangout, mon coup de cœur, c'est Google Hangout On Air parce que ça y est, Google l'a fait. Et il lance On Air qui permet de broadcaster en live ton Google Hangout sur YouTube, sur ton site, partout. Donc, on aurait pu faire cette émission-là en direct avec des gens qui l'auraient regardé en direct, qui l'auraient commenté en direct. C'est bien la seule qu'on aurait pu faire en direct parce que les autres, il y a Monsieur X et si on est en direct, on peut pas le crypter. Oh, il peut mettre donc voilà, c'est dommage. Ou alors, faut le mettre de dos ou lui mettre un masque. Non, il peut mettre un post-it dans Hangout, souviens-toi. Ah oui, c'est vrai, il va mettre un post-it dans Hangout et en plus, ça permet de l'enregistrer pour rediffuser ce que tu as fait directement sur YouTube et ailleurs. C'est vraiment super bluffant. Moi, je disais dans un petit sujet là que c'est un peu comme si Google se mettait à jouer les Gutenberg de la vidéo sur le web, c'est-à-dire à donner à tout le monde les outils pour faire de l'ébauche de télévision ou au moins du talk show qu'on ferait juste avec une webcam, sans infrastructure, sans hébergement, tout ça avec du live, tous ces trucs qui étaient chers et compliqués jusque-là. Ouais, j'ai regardé, c'est vraiment très sympa. En plus, on peut le faire sur son mobile, il y a quand même un aspect mobile là-dedans, mais sur son mobile Android pour l'instant. Donc on va voir si effectivement à l'avenir, on pourra pas se permettre de diffuser en direct les enregistrements d'On refait le Mac, mais pour être une version montée beaucoup plus dynamique. Sainte Marie, Mère de Dieu. Voilà, mais là, messieurs, faire attention à ce que vous dites. Sur l'iPhone, je crois, mais je sais pas si ça a été apporté. Ce serait bien qu'il puisse, ouais. Il y a eu une mise à jour Google Plus aujourd'hui. Ah bah oui, et il y a des mises à jour d'iOS sur iPad et sur iPhone, parmi les boulettes de la semaine. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Bien, c'est un god qui déconne. Messieurs, merci d'avoir participé donc à ce 101e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez donc Cédric dès samedi dans Plein Écran sur LCI. Qu'est-ce qu'il y a au menu, Cédric? La gestion de votre réputation en ligne et toutes les agences qui gèrent les réputations, les assureurs qui s'en inquiètent, les chantages sur le web qui vont avec. Enfin, faites gaffe. Entretenez bien votre Twitter, votre Facebook, votre LinkedIn, votre Flickr et tout le reste parce que ça empêchera d'autres de publier des choses sur vous qui pourraient remonter dans les résultats de recherche avant les contenus que vous avez créés. C'est clair. Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac et sur son Twitter. Rodrigo, bientôt 10 000. Ouais, mais Cédric est passé à 13 000, donc il faut continuer. Oui, mais Cédric, il a commencé avant toi, c'est normal. Et dernière personne qu'on va retrouver, j'espère, bientôt dans On refait le Mac, j'ai du mal, c'est Ulrich Rosier de Franc Android. J'y suis arrivé, vous le retrouvez tous les jours. Maintenant, il fait même des super vidéos, allez voir, c'est très sympa. Et puis on essaiera de se voir un peu plus souvent, de parler d'Android. Malheureusement, pour le côté iPhone et le côté fanboy chez moi, on va en parler de plus en plus. Je peux parler de l'iPhone souvent aussi, il n'y a pas de souci. Oui, on aura l'occasion. Puis tu l'as dit, il y aura bientôt la conférence développeur Android, donc on aura l'occasion à ce moment-là on a quelqu'un de notre équipe qui sera sur place, donc ben voilà, ce sera sympa. Voilà messieurs, merci à vous et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Au revoir.